Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sophie, qui est gérontopraticienne. Bonjour Sophie. Bonjour Daniel. Voilà, donc vous êtes gérontopraticienne et vous intervenez donc auprès des personnes âgées, notamment de la presqu'île de Rhuys. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi consiste votre métier ? Oui, tout à fait. Donc, moi, le public concerné, ce sont les seniors à partir de 60 ans et les personnes fragilisées par l'âge, par l'isolement, par le handicap, par la maladie, notamment donc tout ce qui est maladie Alzheimer et maladie apparentée. J'interviens aussi au niveau des soins palliatifs et pendant la période de fin de vie. Ça, c'est une partie donc de mon métier et l'autre partie, c'est aussi d'intervenir auprès des aidants proches, des aidants familiaux et aussi du personnel soignant. Oui, donc un métier exigeant. Tout à fait. Au quotidien avec les personnes âgées, dans le soutien, comme vous dites, auprès des aidants également, c'est-à-dire de la famille, un rôle essentiel. Et comment vous est venue cette vocation ? Parce que c'est une vocation. C'est une vocation, c'est une reconversion professionnelle également, et c'est suite en fait à mon expérience d'aidante familiale, qui m'a permis en fait de constater qu'il n'y avait pas que les soins médicaux et les soins quotidiens, toilettes, alimentation, mais qu'il y avait un besoin de bien-être auprès des personnes fragilisées. D'accord, alors besoin de bien-être, effectivement, bon, les aidants, voilà, ce sont en fait la famille, souvent qui est auprès de leurs parents ou de leurs grands-parents, et qui donc leur apporte effectivement le soutien, l'accompagnement au quotidien. Mais vous intervenez sur la notion de bien-être. Alors, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi consiste cette notion de bien-être ? Alors, ce sont des soins de confort et de bien-être qui sont une approche par le toucher sensoriel. Ce sont des différentes techniques que je vais adapter en fonction du handicap, de l'environnement de la personne. Donc c'est sûr qu'on ne masse pas une personne fragilisée comme on masse une personne en bonne santé. Voilà. Oui, alors c'est une respiration aussi pour la personne handicapée parce que les aidants, souvent fatigués, ont parfois des gestes brusques par la fatigue, l'accumulation des tâches. Donc vous, Sophie, vous avez aussi un rôle d'expertise par rapport aux besoins concernant le bien-être. Expliquez à nos auditeurs comment vous percevez les choses quand vous intervenez dans une famille. Eh bien, quand j'interviens donc à domicile, je regarde beaucoup comment est placée la personne, et puis je vais intervenir, m'adapter à la façon dont elle est, c'est-à-dire qu'elle peut être dans son lit, comme elle peut être en fauteuil roulant, dans un fauteuil coquille. Je m'adapte vraiment donc à son environnement. D'accord, alors vous intervenez sur des besoins physiques, on l'entend, mais également se noue bien autre chose, une relation de confiance avec la personne handicapée. Sur le plan psychologique, expliquez à nos auditeurs ce que vous rencontrez comme problématique et en même temps comme richesse au niveau de l'échange. Bien, la richesse, en fait, c'est vraiment le fait de rencontrer de nombreuses personnes avec de nombreuses pathologies. Et même s'il y a une maladie, il y a plusieurs malades. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et puis, une personne peut être différente d'un moment à l'autre. Donc, c'est toute une adaptation. Et il n'y a jamais un soin. Il y a plusieurs soins en fonction du moment, et c'est ça qui est chouette en fait dans ce métier, c'est qu'on rencontre vraiment beaucoup de choses différentes. Oui, alors une relation de confiance aussi qui se noue à la fois avec la personne âgée, Sophie, et puis la famille. Donc en fait, vous entrez dans le cercle de famille, et ça, ce n'est quand même pas si évident que ça, je pense. Oui, tout à fait. C'est une relation de confiance, de la confiance avant tout. Alors, qu'est-ce que vous découvrez par rapport aux aidants, Sophie, quand vous venez dans une famille ? Ça peut être la fille ou un autre membre ou un fils qui s'occupe de ses parents. Quelle rencontre faites-vous ? Alors, ce que je rencontre et ce que je constate surtout, c'est qu'il y a peut-être un manque d'informations vis-à-vis de certaines plateformes, comme la plateforme de répit, la maison des aidants. Ils ne sont pas conscients que pour prendre soin
de l'autre, il faut prendre soin de soi. Oui. Ce sont des gens qui sont fatigués et parfois qui ne se permettent pas de temps libre lié à la culpabilité de laisser son idée. Ça, c'est indéniable et puis c'est légitime. Mais il faut savoir quand même qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut s'arrêter, se poser. Et cette plateforme de répit qui existe à Vannes, eh bien, je crois qu'elle mérite d'être connue auprès des familles, auprès des aidants, pour eux. Alors oui, effectivement, vous voulez nous dire que c'est pas si évident pour les aidants d'accéder à ces maisons de répit. C'est-à-dire que pour eux, la démarche n'est pas évidente. Mais par méconnaissance aussi, en fait. Je pense que voilà, s'il y a un manque d'information, que cette structure, elle existe. Alors, comment on peut, avec Radio Rivage, informer davantage les auditeurs, notamment de la presqu'île de Ruz, mais pas seulement, de Vannes Agglo, de toutes les personnes âgées qui sont à domicile avec un handicap. À votre avis, quel est le meilleur biais pour vous faire connaître et faire connaître ce dispositif ? Alors, ce dispositif, je pense que c'est tout ce qui est... les médecins, tout ce qui est autour en fait, qui doivent être informés de ces dispositifs et qui sont mis en place justement pour ces aidants. Donc en fait, il faut des personnes ressources pour relayer l'information. Oui. Alors vous travaillez, vous nous disiez, dans la presqu'île de Ruz, notamment peut-être à Arzon, le lieu de notre studio, Radio Rivage. Donc vous devez avoir un lien particulier avec certaines familles à Arzon. Parlez-nous de vos rencontres et également de vos contacts aussi avec les professionnels, les infirmiers, les médecins. Que pouvez-vous nous en dire ? Eh bien, c'est vrai que ce sont des personnes aussi de ressources, comme vous dites. Ce sont elles qui peuvent parler en fait de nous, intervenants, je veux dire, extérieurs et autres, qui vont vraiment dire que... c'est essentiel. Voilà, merci. Au niveau du relais. Alors, vous avez aussi des contacts avec les auxiliaires de vie, sans doute que vous devez rencontrer peut-être dans les familles où vous intervenez. Oui, tout à fait. Je connais donc... déjà en étant d'Arzon, c'est vrai que voilà, c'est un avantage de connaître aussi toute cette filière, toutes ces personnes dont j'ai eu... aussi besoin en tant qu'aidante familiale. Et c'est vrai que voilà, je travaille sur le domicile partagé d'Arzon. Je suis intervenue aussi auprès du CCAS et puis du foyer logement, enfin de la résidence autonomie d'Arzon. Donc toutes ces personnes, oui, je les connais. Et comme je disais, je suis arzonnaise, donc fille de commerçant. Et forcément, je suis les personnes que je vois, les personnes âgées que je vois me reconnaissent. Et donc, il y a un lien particulier. Oui, une sorte de filiation, finalement, qui se crée. Alors, pour vous, effectivement, c'est passionnant. Et vous nous disiez que vous avez une expérience d'aidant qui vous a, évidemment, sensibilisé aux besoins et qui vous a sans doute aussi ouvert l'esprit et le souhait d'apprendre, finalement, ce métier pour être utile et répondre aussi à des questions qui étaient sans solution peut-être. Alors, ce qu'il y a surtout, c'est que les soins, le toucher est important. Et pour toutes les personnes fragilisées, pour toutes les personnes dépendantes, malades, que ce soit Alzheimer apparenté ou autre, en fait, le toucher se résume souvent à des soins médicaux, à des soins d'hygiène, qui sont pas forcément toujours bien vécus. Donc, il est important que justement ce toucher soit remis dans un cadre de bien-être. Et on remet une dimension humaine dans le toucher. Oui. Voilà. C'est pour ça donc l'approche que j'ai est issue donc de l'aptonomie. L'aptonomie qui est la science de l'affectivité et qui est en fait une communication par le toucher. Parce que le toucher permet, donc on touche aussi donc manuellement, mais on peut toucher aussi par la voix. Il y a plein de façons de toucher, donc c'est important aussi d'avoir un échange avec la personne. Mais c'est vrai que dans mes techniques, cette approche aptonomique est très importante. Oui. Il y a aptonomie, c'est une présence, c'est un mot un peu, je vais dire, scientifique, mais pour le résumer, je dirais que c'est beaucoup de présence. C'est-à-dire quand je suis avec la personne, je suis avec elle et je ne suis pas à parler à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas, d'ailleurs, ce sont des soins individuels.
Oui. Qui se font vraiment dans une partie intime, c'est-à-dire en fait de la chambre ou une pièce dédiée aux soins. Oui. Je suis vraiment avec la personne. Donc c'est un moment, on peut dire aussi privilégié pour la personne âgée, tout à fait. Aussi, dans la semaine, dans la journée quand vous passez. C'est aussi une fluidité aussi pour le relationnel, pour les aidants. Ça permet sans doute une amélioration de la communication dans la famille. Est-ce que ça, vous l'avez constaté, pardon? Oui, ça arrive, oui. Est-ce que les personnes âgées dont vous vous occupez, Sophie, vous formulent des besoins, est-ce qu'elles vous demandent des choses en particulier concernant leur vie? Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être d'une expérience particulière? Ou alors des besoins qui reviennent régulièrement? Oui, non, il n'y a pas... sur le soin que je donne, non, il n'y a pas de besoin, puisqu'on n'est pas vraiment sur vraiment de l'aide à domicile, toilette ou courses ou autre, en fait. Pour eux, c'est aussi une découverte, et la redécouverte, en fait, du toucher, puisque la peau est de mémoire, hein, et ça peut rappeler, je sais pas, un geste d'enfant, un geste amical, mais il peut y avoir aussi l'inverse. Donc ça peut aussi faire remonter des émotions souvenirs. Et des émotions. Voilà. Alors le corps emprisonné, quand les personnes âgées à mobilité réduite ou handicapées sont concernées, mais aussi les émotions qui sont parfois sans doute comprimées dans ce corps. Est-ce que ça aussi, vous l'avez constaté, des personnes âgées qui ont du mal à exprimer des émotions? Déjà tout à fait, puisqu'en fait c'est une génération, la génération de personnes âgées que je côtoie, que j'ai en soins, c'est une génération où on ne montrait pas les émotions. Oui. Donc oui, il y a certaines personnes qui retiennent leurs émotions. Moi, j'ai eu le cas d'une personne qui avait une maladie donc très particulière, qui était enfermée dans son corps. Mais par contre, elle avait toute sa mémoire. Et je me souviens de lui avoir fait sentir de la lavande et on voyait sur son visage, tout s'exprime aussi par le visage ou par ses yeux, puisqu'en fait il n'y avait que ses yeux qui bougeaient dans sa maladie, qu'elle était ravie de ressentir ça. C'était une dame qui jardinait beaucoup, qui participait à des concours des plus beaux jardins, c'était pas d'Arzon, mais c'était sur la presqu'île, et cette attention a été pour elle quelque chose de particulier. Oui, dans les personnes âgées, finalement, vous devez assister aussi à des renaissances dans toute sa symbolique. Oui, il y a des moments très, très, très particuliers et très, très touchants. Quand vous avez des gens qui n'ont plus de moyens de communication et puis tout d'un coup qui vont vous dire quelque chose, vous sortir une phrase, un mot. Et voilà, c'est beaucoup d'émotions. Alors, c'est très lourd sur le plan émotionnel, l'exercice de votre profession, Sophie. Donc, vous avez expliqué un peu à nos auditeurs quelle est votre formation et quelles sont les formations aussi en continu dont vous avez besoin parfois, peut-être, pour à la fois perfectionner votre technique et en même temps aussi vous, prendre soin de vous, Sophie. Que pouvez-vous dire? Je me fais masser. Vous me faites masser. Très bien. Déjà, je me fais masser, mais j'ai une approche beaucoup avec la nature, en fait. Moi, j'ai un besoin d'être au bord de la mer, de marcher sur la plage. Alors on est bien situé. On est très bien situé. Donc moi c'est ma ressource et c'est mon échappatoire et Dieu sait que j'en ai besoin parce que c'est vrai que voilà, je reçois beaucoup d'émotions. Et puis au niveau de ma formation, donc moi j'ai suivi une formation particulière avec un centre de formation qui est à Troyes. Et c'est le seul et unique en France. Et c'est une formation qui a duré pendant 1 an et demi. Alors certes, c'est pas un diplôme d'État, mais qui est quand même, cette formation, elle est validée et certifiée par un mémoire. Donc, il y a eu des stages en entreprise également, une soutenance de mémoire. Donc, c'est pas une formation sur un simple week-end. C'est vraiment quelque chose de soutenu. C'est se remettre aussi dans les études à plus de 50 ans. Mais on apprend tout au long de sa vie. Voilà, exactement. Et puis, une formation qui est dispensée par un kiné. Il y a kiné en intervenant, ostéopathe, il y a une psychologue, il y a une médecin qui est spécialisée sur la douleur et tout ce qui est soins palliatifs. Voilà, et donc une formation très, 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 très intéressante, très enrichissante en fait. J'imagine. Quel était le thème de votre mémoire, Sophie ?
Il y avait un thème particulier? Non, pas particulier. D'accord. C'est comment nous, on se ressentait en tant que géronto. Oui, géronto, c'est le mot un peu diminutif de géronto-praticien. Voilà. Ça va plus vite. Ça va plus vite en tant que géronto et ce que la formation nous avait apporté, parce que oui, c'est sûr que c'est aussi une démarche personnelle et un travail sur soi, de se retrouver face à des gens parfois qui n'ont plus aucun moyen de communication. Et donc, non, très, très enrichissant. Alors, c'est une profession, et puis à vous écouter, Sophie, c'est aussi un engagement. C'est un engagement. En fait, en tant que géronto, on apprend un savoir-faire, mais avant tout un savoir-être. Ça, c'est très, très important. Oui, avec beaucoup d'enjeux également. Exactement. Ben oui, parce qu'en fait, on a, je dirais... entre les mains, je veux dire, des gens hyper fragiles. Oui. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Même dans nos gestes, on doit faire attention. Dans nos paroles, on doit être aussi très attentif. Oui. Et puis, dire stop ou rester vraiment humble et se dire, non, pas aujourd'hui. Le soin, ce ne sera pas aujourd'hui parce qu'on voit la personne qui n'est pas bien. Donc, on ne fait pas un soin pour faire un soin. On fait un soin vraiment pour accompagner. Donc, un travail en même temps d'évaluation et puis aussi de prévention de situations peut-être à risque de vulnérabilité ou d'aggravation. Vous avez aussi un rôle d'observatrice. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand on intervient, quand moi j'interviens, et tout géronto doit le faire, en fait, ça fait partie aussi de notre rôle, c'est de transmettre. C'est de transmettre l'information, alors ce qui se passe pendant le soin, c'est-à-dire ce que la personne peut avoir dit comme mots qui vont être, comment dirais-je... Symptôme. Un symptôme, mais aussi, je veux dire, une émotion ou un besoin, mais ça peut être exprimé juste par un mot. Et au-delà du mot, ce que ça peut donner en fait. Et puis, donc, transmission auprès de la famille et transmission aussi auprès donc, du personnel soignant. C'est-à-dire quand j'interviens dans un EHPAD, en l'occurrence, c'est donc l'infirmière coordinatrice. Oui. Voilà, il y a toujours un suivi en fait. C'est très important, cette transmission qui se fait après le soin. Un relais. Voilà, oui, parce que si la personne se met à pleurer après le soin, nous, on n'est plus là. Oui. Le personnel soignant va se dire tiens, pourquoi elle pleure, c'est pas son habitude, et si elle va dans ces transmissions, qu'elle voit qu'il y a eu un soin, ça peut remonter des émotions, mais c'est normal, il faut les faire sortir aussi, ces émotions. C'est nécessaire. Voilà. Alors vous intervenez donc à domicile auprès des personnes âgées et donc aussi donc dans les EHPAD, dans des maisons de retraite ou domiciles partagés. Et Sophie, y a-t-il une différence pour vous dans votre intervention? Est-ce que c'est différent d'intervenir au sein d'une famille ou dans un EHPAD? Non. Pour vous, c'est pas différent. Pour moi, c'est pas différent. La seule différence qu'il pourrait y avoir, ce serait que c'est l'établissement, l'EHPAD, qui peut décider de mettre en place des séances de soins. Par exemple, tous les 15 jours à peu près. En général, c'est la fréquence. Je veux dire, une fois par mois, ça n'a pas tellement d'intérêt. Il faut avoir aussi quand même un suivi. Et puis un suivi, mais aussi pour ressentir des bienfaits. Donc c'est... Et puis la famille en elle-même, elle s'aperçoit que de toute façon, il y a du mieux. Donc, le fait est que c'est des soins qui vont être prévus pour du long terme. Au moyen terme, en fait. On dépend bien sûr de la vie de la personne. Oui, de la santé, de l'évolution de la santé de la personne. Donc, vous intervenez donc en majorité pour des personnes assez âgées, Sophie ? Oui, tout à fait, personnes âgées, mais j'ai parfois de toute façon, c'est à partir de 60 ans. À partir de 60 ans, comme vous nous disiez tout à l'heure. Oui. Et il y a de plus en plus de personnes, je veux dire, jeunes, qui ont des maladies neuroévolutives. Alors, vous exercez depuis combien de temps, Sophie ? Alors, moi, j'ai fait ma formation en 2020. J'ai commencé en 2020. Je l'ai terminée en 2021. Donc, j'exerce depuis juin 2021.
D'accord. Et donc, avec cette période de la pandémie, est-ce que vous avez un souvenir qui vous revient par rapport à la période que nous avons tous vécue du confinement? Est-ce que vous avez rencontré des personnes et ensuite vous avez eu ce lien interrompu en raison de la pandémie ou pas? Est-ce que vous avez un souvenir particulier? Moi, je n'exerçais pas à cette époque-là, donc on a eu, oui, la rupture de la formation. Oui, c'est voilà. Donc, du coup, mais on s'est surtout rendu compte aussi que le manque de contact entre les personnes isolées, les personnes malades, les personnes âgées, ce manque de contact a été, comment dirais-je, catastrophique un petit peu. Oui, disons que ça a eu un impact. Ça a eu un gros impact. Oui. Donc il y a des liens qui se sont interrompus, puis il y a aussi eu un impact psychologique dans le sens où c'était une période assez dramatique et puis on peut dire pour certains terrorisante pour les personnes âgées qui voyaient les informations à la télévision et qui, elles, avaient déjà finalement leur pathologie, puis un temps qui est compté dans l'absolu finalement du terme. Et donc, est-ce que vous avez pu échanger avec certaines personnes âgées que vous suivez actuellement sur cette période ou pas? Non, pas spécialement. On n'a pas vraiment échangé sur cette période-là. Maintenant, c'est vrai que certaines personnes sont un petit peu plus... il y a eu la peur du contact. Oui. Donc il faut renouer ce contact, en fait, se toucher, puisque moi, si je touche pas, je travaille pas, en fait. Donc c'est vraiment se toucher qui est important. Et finalement, ils sont bien contents de retrouver cette sensation de toucher. Mais oui, cette interruption, comme vous disiez, oui, bien sûr, du contact qui est au cœur, finalement, bien sûr, de votre métier et qui donc, effectivement, peut déboucher sur des situations difficiles et puis aussi renouer avec ce contact et ce lien. Parce que le lien, c'est quand même fondamental. Ce lien est fondamental. C'est vrai que moi, certaines personnes que je vois tous les 15 jours, il y a un lien qui se crée. J'ai l'exemple d'une personne que j'ai vue dans un établissement et puis qui a été transférée dans un autre. Et puis là, c'est assez récent. Je la retrouve et elle me regarde et je lui dis « Mais vous avez l'impression qu'on se connaît ?» Elle me dit « Oui, j'ai l'impression qu'on se connaît. » Donc voilà, il y a quelque chose qui s'est fait. Moi, j'arrive des fois avec des personnes qui ont des visages fermés. Et quand je repars, c'est le visage souriant et qui me tiennent la main. Enfin voilà, c'est fabuleux. Oui, c'est des moments forts. Alors, concernant votre profession, Sophie de gérontopraticienne, quelles sont les améliorations de votre point de vue qui pourraient être apportées à votre profession? Je crois que la première, c'est de voir d'être connu, parce qu'en fait, c'est un métier, c'est un nouveau métier. Oui. Donc, ce métier a tout l'intérêt d'exister. Oui, c'est clair. Et c'est d'être, qu'il soit connu, que le nom gérontopraticien, en fait, se démocratise et soit connu quand on se présente dans un établissement. Voilà, c'est surtout ça, l'amélioration, en fait, puisque c'est vraiment tout nouveau. Pour tout vous dire, j'étais la première, en fait, gérontopraticienne sur le Morbihan en juin 2021. Maintenant, nous sommes 2. Voilà, j'ai une collègue qui est sur la région de Vannes. Voilà, donc on travaille aussi de façon intelligente et nous ne sommes pas des concurrentes, on travaille ensemble. Donc c'est important de le dire. C'est important, bien sûr, en équipe. On n'est pas dans la concurrence, bien au contraire, et il nous arrive parfois de faire des opérations, Des actions communes, voilà, tout à fait. Moi, en fait, je suis intervenue pour France Alzheimer à l'automne dernier, qui organise des séjours vacances sur Saint-Gildas-de-Ruisse. Et en fait, j'ai proposé à France Alzheimer, pour la journée internationale, je crois, journée internationale des bénévoles, d'offrir des après-midi de massage, d'offrir un après-midi de massage. Bon, ça n'a pas pu se mettre en place parce qu'en fait, c'était au moment où je l'ai proposé et l'organisation, c'était trop proche et que peut-être les gens ne se seraient pas déplacés exprès. Donc, on a vu avec Julie de France Alzheimer à Vannes, justement, qu'elle mette en place peut-être une réunion et qu'on soit là, nous, donc Maëlle et moi-même, prêtes à intervenir pour masser les personnes. Là, c'est pas du massage sur table, c'est du massage sur chaise, en fait.
Oui, donc l'idée est lancée, et puis Voilà. l'important de relayer vos missions, de vous faire connaître. C'est vrai que gérontopraticienne, c'est pas effectivement un métier que les personnes connaissent. Vous vous adressez aux aidants, aux familles qui ont besoin de relais, de soutien au quotidien, et puis j'ai envie de dire d'un temps de respiration. Oui. Parce que c'est bien ça l'enjeu pour chacun. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que nos soins s'adressent donc aux aidés, aux aidants. Et c'est vrai que chacun y voit, en fait, y trouve son intérêt. Bien sûr, oui, ce sont des bénéfices partagés. Tout à fait. Alors, quand nous avons préparé cette émission, Sophie, vous m'aviez parlé, me semble-t-il, d'une association qui vous tient à cœur. Pourriez-vous en parler en forme de carte blanche que je tends à chacun de mes invités? Vous allez nous parler d'une association. Je vous donne la parole sur cette association, Sophie. Merci. Alors, en fait, c'est l'association Les Madeleines. Alors, je vais les placer parce qu'en fait, c'est pas les Madeleines, la Madeleine de Proust, c'est MADELAINES. En fait, cette association promouvoit le toucher sensoriel par des manchons, ce qu'on appelle le manchon sensoriel ou le manchon thérapeutique. Ce sont des manchons qui sont fabriqués par des bénévoles. Et le but, en fait, c'est de le distribuer donc dans les EHPAD, gracieusement, bien sûr. Et c'est en fait de faire un travail sur le toucher par rapport à ce manchon, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. Alors en fait, à l'origine, ça vient d'Écosse. Oui. Et l'association se trouve sur la région parisienne. Oui. C'est Cara qui est originaire d'Écosse, qui était en vacances donc dans sa famille et qui voyait sa mère tricoter. Oui. Et elle dit, mais qu'est-ce que tu fabriques là? Donc voilà. Et puis elle lui a expliqué ce qu'elle était en train de faire. C'est pour ça le mot anglais c'est Twiddlemuff. et donc elle a souhaité rapporter ça en France. Oui. Et tous ces manchons en fait sont distribués auprès des EHPAD pour les personnes en fait atteintes de maladies Alzheimer ou maladies apparentées. Et ça crée aussi donc le lien. D'accord, donc ça leur permet par le toucher de ce manchon en fait de créer, de garder du lien et d'avoir aussi de la sensorialité, comment on dit, quelque chose de sensorialité. Oui. En fait, c'est une stimulation sensorielle. Voilà, stimulation sensorielle, chers auditeurs. Visuel et tactile en fait parce que c'est vrai que là on peut pas voir un manchon, mais un manchon c'est toujours plein de couleurs parce que le but c'est aussi de finir toutes les pelotes qui sont commencées. Donc sur un manchon vous allez avoir plein de couleurs, vous allez avoir plein de points différents qui vont créer en fait des variations. Et puis il peut y avoir un peu de la laine moumoute, il peut y avoir des choses trop douces, des choses un peu plus rêches. Et puis c'est des ajouts et des fois il y a des thèmes. Ça peut y avoir le thème de Noël, donc ça peut être sur les manchons. Il y a vraiment des personnes qui sont très 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 douées, qui vont faire un Père Noël, qui vont faire un arbre, qui vont faire des cadeaux. Là, à chaque fois, il y a des thèmes en fait qui sont lancés et j'ai recherché parce que voilà, je suis toujours aussi un peu à la recherche de tricoteuses bénévoles et donc j'en ai trouvé quelques-unes sur Arzon, il y en a sur Vannes, voilà, au centre social de Minimur, il y a un club de tricoteuses qui fabrique des manchons et ensuite qui me les donne et je vais distribuer et elles aussi en fait elles distribuent de leur côté sur Vannes. D'accord, alors une action finalement et puis très créative. Tout à fait. Qui permet aussi de découvrir aussi peut-être une appétence pour les arts plastiques, pour tout ce qui est finalement activité créative. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie? Tout à cette fait. Découverte? Oui, tout à fait, puisqu'en fait, moi, je l'ai proposé dans un foyer autonomie et du coup, il y a des résidentes qui se sont mis à fabriquer des manchons. Donc, c'est aussi une activité pour elles et c'est une satisfaction pour elles de voir ce qu'elles ont créé partir sur d'autres établissements pour des personnes qui sont beaucoup plus mal qu'elles en fait. Et c'est ça qui est chouette. D'accord. Est-ce que ça fait travailler, je ne sais pas si j'ai le bon terme, la petite motricité?
C'est ça qu'on dit, vous savez, quand les personnes âgées ont du mal à, Oui. vous voyez, utiliser leurs mains pour soit coudre alors qu'elles le faisaient, soit tricoter, c'est le cas, ou cuisiner. Ça doit être aussi quand même une expérience assez importante de se sentir à nouveau utile. Voilà, tout à fait, c'est ça, D'accord. se sentir utile. Sentir utile, Oui, ça oui. c'est le mot que nous allons retenir dans cette interview passionnante. Effectivement, alors le sujet est passionnant, Sophie, cette association. Alors, vous avez une page Facebook. J'ai une page Facebook, voilà, je crois que c'est Sophie Le Schnadec, je suis praticienne. Très bien, tout simple en fait, tout simplement, de voilà. vous trouver. Je n'ai Et pas de site internet. ça viendra peut-être. Et je crois que vous aviez publié sur votre page Facebook cette association Les Madeleines. Oui, tout à fait. Vous relayez. Je publie fréquemment, puisqu'en fait, il y a des créations qui sont magnifiques. Et puis aussi des témoignages, en fait, de psychomotriciennes ou psychomotriciens qui les utilisent pour justement créer du lien avec des personnes qui n'ont plus du tout de communication. Alors c'est vrai qu'il y a des termes un peu techniques, gérontopraticienne on l'a dit, beaucoup de termes qui peuvent effectivement éloigner finalement les personnes, ce qui serait dommage. Et donc tout l'enjeu de cette interview aujourd'hui, Sophie, c'est justement en fait d'ouvrir au plus grand nombre possible votre activité, que les aidants auprès de leurs parents handicapés sachent que vous existez avec votre collègue, que Radio Rivage fait le relais, car nous avons à cœur en fait d'être avec les familles des personnes handicapées. Nous saluons les personnes âgées régulièrement, Radio Rivage sur la presqu'île de Ruiz, mais aussi sur Vanaglo et toutes les personnes âgées. Et cette interview permet effectivement de découvrir davantage votre métier, votre rôle, de relayer encore une fois pour créer, développer des dispositifs innovants. C'est aussi votre besoin aussi, Sophie, actuellement, de relayer, de faire connaître. De faire connaître, oui, bien sûr. Oui. Pour que les familles, justement, qui ont besoin, puissent vous solliciter. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez, Sophie, un dernier mot à nous dire sur votre activité passionnante, utile, encore une fois? C'est quelque chose que vous voudriez confier à nos auditeurs de Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien? Eh bien, moi, je pense que tout ce qui est contact, qu'il soit en toucher, mais aussi tout le contact, le lien émotionnel est important, et ça, il faut surtout pas l'oublier. Oui, voilà, il ne faut surtout pas l'oublier. Écoutez, c'est sur ce dernier mot que nous allons nous dire au revoir et à très bientôt. Merci Sophie d'avoir... Merci à vous Daniel, c'est important, je suis heureuse d'être là. J'en suis heureuse aussi d'échanger sur cette thématique qui nous tient tellement à cœur et sur laquelle nous sommes tous concernés. Une thématique qui est aussi un fait de société, aussi plus largement, et aussi un quotidien que nous vivons, chacun d'entre nous un jour ou l'autre, dans nos vies respectives. Voilà, c'est la fin de cette interview sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. Je vous dis à très bientôt, chers auditeurs. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.